Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Vous en avez peut-être entendu parler, mais fin février, le casse du siècle a eu lieu. Pas de blessés, pas de banque, mais l'équivalent de près d'1,5 milliard de dollars dérobés. Ces fonds ont été volés sur la plateforme d'échange de crypto-monnaies Bybit par une organisation nord-coréenne selon le FBI. Le régime de Pyongyang est même le grand acteur de cette nouvelle criminalité qui touche pourtant un actif censé être inviolable. Ces vols représentent plusieurs milliards de dollars annuellement dans un secteur qui pourrait décoller après les récentes mesures de Donald Trump. Le président américain entend faire de son pays le leader des actifs numériques. Pour cet épisode, je vous propose une plongée dans l'univers parfois trouble des crypto-monnaies avec mes collègues Lucie Léquier, qui suit ces marchés au bureau de l'AFP à Londres, et Mona Guichard, qui couvre les questions de cybersécurité au service numérique à Paris. Sur le fil. C'est un monde en pleine effervescence et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump y a aussi contribué. Le président américain, un temps hostile aux actifs numériques, a changé d'avis. Il entend désormais faire des États-Unis le centre névralgique mondial des crypto-monnaies. Écoutez-le, début mars, il annonce la création de la réserve stratégique de Bitcoin, sorte de pendant numérique à la réserve nationale d'or basée à Fort Knox, dans le Kentucky. Hier, j'ai signé un décret créant officiellement notre réserve stratégique de bitcoins. Il s'agira d'un Fort Knox virtuel pour l'or numérique qui sera hébergé au sein du Trésor américain. C'est très important. Cette réserve stratégique est constituée de 200 000 bitcoins saisis par la justice américaine dans des affaires criminelles. Pour autant, malgré cette annonce, les crypto-monnaies n'ont pas décollé cette fois. Dans les semaines précédentes, les nominations de plusieurs personnalités favorables aux actifs numériques, notamment à la tête de la SEC, le gendarme financier américain, avaient, elles, pu favoriser les cours au moment des annonces. Lucie Léquier nous explique pourquoi. Acquérir des bitcoins comme actif de réserve, ça renforce la légitimité de cette crypto-monnaie. Mais en fait, le secteur a été pas mal déçu parce que le décret ne prévoit aucune politique d'achat public de crypto-monnaie et ne définit pas non plus les autres actifs numériques qui seront incorporés dans cette réserve, alors qu'il était question de plusieurs autres. En tout cas, aucune ne sont nommées actuellement. Les crypto-monnaies ont même encaissé récemment de lourdes pertes. Le cours du Bitcoin, par exemple, qui s'était envolé à 110 000 $ quelques heures avant l'investiture de Donald Trump, est depuis largement retombé. Et aujourd'hui, il s'échange à environ 80 000 $, en tout cas à l'heure où nous enregistrons ce podcast. La raison principale, c'est que les investisseurs délaissent maintenant ces actifs spéculatifs dans un climat incertain. Ça tient à la multiplication des annonces de Donald Trump sur les droits de douane et les craintes géopolitiques qui alimentent un climat d'anxiété mondiale. Et puis, il faut dire que la cryptosphère est aussi déçue par les mesures pro-crypto de Trump. Des cas historiques comme celui de Bybit, c'est sûr que ça remet en cause la sécurité des cryptoactifs et donc ça rassure pas du tout le secteur. Ça s'est ajouté récemment à l'effondrement de la crypto Libra, qui a été promue par le président argentin Javier Milei, qui est visé par plusieurs plaintes, accusé de crypto-arnaque. Et en fait, ça rappelle aussi le scandale qui avait entouré la plateforme d'échange FTX. Et donc, cette plateforme avait fait faillite en novembre 2022, ce qui avait entraîné le naufrage de plusieurs géants du secteur et l'écroulement des cours, mais surtout avait complètement cassé un temps la légitimité du Bitcoin et des cryptos en général. Dans ce contexte, les braquages se multiplient alors même que la crypto-monnaie, basée sur la technologie de cryptage décentralisée de la blockchain ou chaîne de blocs, est virtuellement inviolable et infalsifiable. Les vols de crypto-monnaies augmentent effectivement. Un cabinet d'analyse a constaté l'année dernière une augmentation de 21% des fonds volés par rapport à 2023. Donc pour un total d'environ 2,2 milliards de dollars. C'est la 5e année que ce montant dépasse le milliard. Mais surtout en février, on a eu le casse historique de la plateforme Bybit, où l'équivalent de 1,4 milliard de dollars ont été dérobés en Ether, qui est la deuxième crypto la plus capitalisée après le Bitcoin. Mais alors comment s'y prennent les voleurs ? Selon ma collègue Mona Guichard, ils s'attaquent en particulier au portefeuille numérique des détenteurs, les wallets. Alors, sur les wallets en particulier, il y a ce qu'on appelle des clés
des clés de sécurité qui vont venir sécuriser des portefeuilles en ligne, un peu comme dans le monde physique, on va avoir une clé pour ouvrir un coffre-fort dans une banque. Là, on va avoir une espèce de clé informatique. Et ça, en tout cas, en 2024, ça a représenté une très large proportion des vols de crypto-monnaies. C'était plus de 40%. Ça, c'est spécifiquement des failles qui sont exploitées par bon nombre d'attaquants pour dérober ces sommes-là. Il est aussi possible, même si plus rare et beaucoup plus complexe et coûteux, de pirater la blockchain elle-même, même s'il est théoriquement impossible de modifier la blockchain, puisque chaque bloc est lié au précédent, et il est impossible de modifier un bloc sans altérer toute la chaîne. Si vous prenez en fait le contrôle de plus de la moitié du réseau de minage sur une blockchain particulière, vous pouvez supprimer la trace de certaines transactions et ensuite affirmer que ces paiements n'ont jamais existé pour les réclamer en double. C'est ce qui est arrivé à une plateforme qui s'appelle Gates.io en 2019 et elle a perdu quand même $200 000. Et dans ce milieu, le grand acteur, c'est la Corée du Nord, selon le cabinet spécialisé Chainalysis. Si on reprend les chiffres de 2024, où il y a un petit peu plus de 2 milliards de dollars d'équivalents crypto qui ont été volés, sur ces un peu plus de 2 milliards-là, il y avait 1,3 milliard de dollars qui auraient été volés par des acteurs nord-coréens. Donc, on est quand même sur des proportions assez énormes. C'est des acteurs qui vont faire 20% des attaques et récolter 60% des montants. On est dans quelque chose qui est vraiment professionnalisé à cette échelle-là. Mais alors, à quoi sert cet argent virtuel ? Il y a pas mal de raisons géopolitiques derrière le fait que la Corée du Nord soit aussi présente dans la cybercriminalité, le fait qu'ils soient complètement en autarcie, qu'ils ont une économie qui est quand même très coupée du monde. La cybercriminalité, c'est quelque part un moyen de se relier vers l'extérieur et d'aller prendre des fonds là où c'est possible d'en prendre, en fait. Et c'est un pays qui est connu pour son degré élevé de connaissances en cybercriminalité. Donc, en fait, pour eux, c'est aussi une manière de récolter des fonds et qui vont servir parfois à financer des opérations à l'échelle de l'État. Ainsi, un groupe d'experts de l'ONU a estimé qu'entre 2017 et 2024, la Corée du Nord avait volé plus de 3 milliards de dollars de crypto-monnaies et l'argent volé serait fléché vers le programme d'armes nucléaires du régime, ce qui lui permet ainsi de contourner les sanctions internationales. Selon la Maison-Blanche, la moitié du programme de missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens est ainsi financé par ces vols. Mais comme dans toute activité criminelle, le tout n'est pas de voler ou de trafiquer, il faut ensuite blanchir ses gains. La principale technique qui a été identifiée par les Nations Unies, c'est ce qu'on appelle mixage, passer par un mixeur de crypto. Ça permet d'entrer des cryptos dans une sorte de logiciel pour faire très très simple. Et une fois que ça va être mixé, on va les ressortir et là, ça devient très compliqué, voire impossible de retracer leur origine. Ça ensuite, évidemment, ça va permettre les cryptos, ça s'échange contre d'autres cryptos, mais aussi contre des dollars, contre des euros, contre n'importe quelle monnaie. Donc, en fait, c'est assez facile, entre guillemets, de blanchir ces actifs-là. Comme le rappelle aussi ma collègue Lucie, la tâche est facilitée par le fait que le système des crypto-monnaies est virtuel et mondial. Il peut être assez simple pour des hackers de passer d'une plateforme à l'autre, d'un pays à un autre. Les autorités tentent d'endiguer le phénomène avec l'adoption de règlements comme dans l'Union européenne qui visent à encadrer les acteurs du marché. Les polices et les justices nationales se dotent aussi de services spécialisés. En fait, les braquages, les vols en tout cas, ils sont suivis par les autorités maintenant à peu près de la même manière que peuvent être poursuivis des braqueurs qui auraient braqué une banque, etc. Dans beaucoup de pays, il y a des services qui sont vraiment spécialisés dans la cyberfraude. Le FBI aux États-Unis prend régulièrement la parole sur des grosses affaires de crypto-monnaies, mais en Europe aussi. Donc, c'est des affaires qui sont prises très au sérieux. Pour l'instant, en tout cas, les autorités, elles réagissent, mais forcément, c'est toujours a posteriori. Ensuite, les acteurs du marché, il faut qu'il y ait sans doute des vraies améliorations au niveau de la sécurité. Il reste que, et ça c'est valable pour les cryptos, mais sur tout le reste des sites et des pratiques en ligne, face à certains acteurs qui sont vraiment très spécialisés, encore une fois, dans la cybercriminalité
aucun site internet, aucune plateforme n'est 100% fiable, 100% sécurisé. Selon la BBC, début mars, les pirates nord-coréens, auteurs du casse du siècle, avaient déjà réussi à convertir 300 millions de dollars en fonds utilisables. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à mes collègues Lucie Léquier et Mona Guichard pour leur participation. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.